Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans l'Historien du dimanche. Prenez un bon café, installez-vous confortablement, car aujourd'hui, nous allons remonter le temps, très loin même. Nous allons nous aventurer dans les brumes de l'aube de l'humanité, là où tout a commencé, ou presque. Imaginez un monde sans ville, sans route goudronnée, sans supermarché. Un monde où l'homme était un nomade, suivant le gibier et les cueillettes, un peu comme nos ancêtres chasseurs-cueilleurs que nous avons déjà croisés. Un monde où la sédentarisation, l'agriculture, et l'idée même de « civilisation » n'étaient encore que de lointains murmures dans le vent. Eh bien, chers amis, aujourd'hui, nous allons poser nos valises dans un endroit mythique, un berceau d'innovation, une terre entre deux fleuves qui allait changer la face du monde pour toujours, la Mésopotamie. Nous allons y découvrir comment l'homme, par une suite de géniales intuitions et d'adaptations forcées, est passé du petit village de Hutte à la grande cité, jetant ainsi les bases de presque tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Prêts pour le voyage? Alors, attachez vos ceintures temporelles, car nous partons à la rencontre des premières civilisations agricoles. Astérisque, astérisque, astérisque. Notre périple commence il y a environ 10 000 ans, au cœur de ce que l'on appelle le croissant fertile. Imaginez une bande de terre qui serpente de la Méditerranée jusqu'au golfe Persique, une sorte de croissant où la nature avait été particulièrement généreuse. C'est là que l'homme a fait une découverte qui allait tout bouleverser. Il pouvait non seulement cueillir, mais aussi semer. Il pouvait non seulement chasser, mais aussi élever. C'est ce que les historiens appellent la révolution néolithique. Une lente transformation, bien sûr, pas un événement du jour au lendemain, mais une véritable bascule. Et au sein de ce croissant fertile, il y a un endroit très particulier, la Mésopotamie. Son nom grec signifie « entre les fleuves » et quel fleuve? Le Tigre et l'Euphrate. Ces deux géants ont été à la fois la chance et le fléau de cette terre. La chance, car ils apportaient des limons fertiles lors de leur crue, rendant la terre incroyablement riche pour l'agriculture. Le fléau, car ces crues étaient imprévisibles, parfois dévastatrices, emportant tout sur leur passage. C'est là que l'ingéniosité humaine est entrée en jeu. Pour maîtriser cette abondance capricieuse, les Mésopotamiens ont dû développer des systèmes d'irrigation complexes. Des canaux, des digues, des réservoirs. Tout un réseau pour apporter l'eau là où il fallait, quand il le fallait, et pour en éloigner les excès. C'était un travail colossal, qui demandait une coordination incroyable, des bras, de l'organisation. Et c'est cette nécessité d'organisation qui a commencé à modeler les premières sociétés. Quand on cultive la terre, on ne peut plus se déplacer constamment. On s'installe, on construit des maisons plus solides, on se regroupe, des hameaux deviennent des villages, puis des bourgs. Et à force de vivre ensemble, de travailler ensemble pour un objectif commun, la survie, la récolte, des structures sociales complexes commencent à émerger. Le surplus agricole, c'est ça la clé. Quand on produit plus de nourriture qu'il n'en faut pour survivre au jour le jour, on peut stocker. Et quand on peut stocker, on peut nourrir plus de monde. Et quand on peut nourrir plus de monde, eh bien, on peut avoir des gens qui ne passent pas tout leur temps à cultiver ou à chasser. Des gens qui peuvent se spécialiser. Des potiers pour les jarres de stockage, des tisserands pour les vêtements, des maçons pour les maisons, et même des prêtres pour apaiser les dieux des fleuves. Nous sommes à l'aube de ce que l'on appellera les cités. Astérisque, astérisque, astérisque. L'une des premières, et des plus impressionnantes de ces cités, c'est Uruk. Imaginez une métropole antique, il y a environ 5000 ans, dans le sud de la Mésopotamie. À son apogée, Uruk comptait probablement entre 40 000 et 80 000 habitants. C'était une vraie mégapole, pour l'époque, entourée d'immenses murailles de briques crues. Pour vous donner une idée, à la même période, Paris n'était qu'un champ avec quelques tribus gauloises bien longtemps avant. Quand on pense à Uruk, on pense aux premières villes, dans le sens où nous l'entendons. Des centres urbains avec une organisation politique, économique et religieuse bien définie. Au cœur de ces cités-États, car c'est de cela qu'il s'agit, on trouvait un élément central, le temple. Le temple n'était pas seulement un lieu de culte, il était le cœur battant de la cité. C'était la maison du dieu protecteur de la ville, mais aussi un immense centre administratif et économique. Les prêtres, à la tête de ce système, organisaient la production agricole, la distribution des denrées, l'entretien des canaux. Ils collectaient les récoltes, les stockaient, et les redistribuaient. Vous voyez l'idée? Une sorte de gouvernement théocratique avant l'heure, où la religion et la gestion étaient intimement liées. À Uruk, le plus célèbre de ces temples était dédié à la déesse Inanna, plus tard connue sous le nom d'Ishtar, déesse de l'amour, de la guerre et de la fertilité, et au dieu du ciel Anu.
On y a construit d'immenses édifices, des ziggourats, ces pyramides à degrés qui visaient à rapprocher les hommes des dieux. Imaginez-vous devant une de ces constructions colossales, faites de briques crues, et parfois recouvertes de cônes d'argile colorés incrustés dans l'enduit, créant des mosaïques géométriques. C'était une prouesse architecturale, un symbole de la puissance de la cité et de son organisation. La vie dans une cité comme Uruk devait être un bourdonnement incessant. Des marchands qui troquaient leurs marchandises sur la place du marché, des artisans qui travaillaient la poterie ou les métaux, des scribes affairés dans les temples, des paysans qui venaient de la campagne environnante pour les offrandes ou les corvées. C'était une véritable fourmilière humaine, où chaque individu avait son rôle, sa place dans une hiérarchie naissante. Mais comment gérer une telle complexité? Comment coordonner tant de personnes, de biens, de projets? C'est là que la Mésopotamie nous a offert un autre de ses cadeaux inestimables. Astérisque. Car gérer des stocks, des récoltes, des ouvriers, des transactions, des offrandes aux dieux, tout ça, ça devient vite très compliqué à mémoriser. Les Mésopotamiens, confrontés à ce défi logistique, ont inventé la première forme d'écriture. Une écriture qui n'était pas destinée, au départ, à écrire des poèmes d'amour ou des histoires épiques, mais bel et bien à faire des comptes. Vers 3300 avant Jésus-Christ, dans des villes comme Uruk, on a commencé à utiliser des petites tablettes d'argile. Au début, c'était de simples pictogrammes, des dessins pour représenter un objet, un épi de blé pour le blé, une tête de bœuf pour le bœuf. Puis, ces dessins sont devenus de plus en plus stylisés, plus abstraits, car les scribes devaient écrire de plus en plus vite. Ils utilisaient un roseau taillé, une sorte de calame, qu'ils pressaient dans l'argile molle. Ça a donné des marques en forme de coin, d'où le nom cunéiforme, du latin cuneus, qui veut dire coin. Cette écriture cunéiforme a évolué, permettant de représenter non seulement des objets, mais aussi des idées et même des sons. C'était une révolution totale dans la gestion et la transmission de l'information. Imaginez, on pouvait désormais enregistrer des lois, des traités, des récits, des listes de rois, des rituels religieux. La mémoire collective n'était plus seulement orale, elle devenait écrite, durable. Les scribes, ceux qui maîtrisaient cet art complexe, sont devenus des personnages extrêmement importants. Ils étaient l'élite intellectuelle, les gardiens du savoir et de l'administration. Apprendre à écrire demandait des années d'études, et seuls les enfants de familles aisées pouvaient prétendre à cette carrière. Mais l'écriture n'est pas la seule invention majeure qui a jailli de cette terre fertile. Pensez à la roue. Oui, la roue, utilisée d'abord par les potiers pour fabriquer des céramiques plus rapidement, elle a ensuite été adaptée pour les chariots, permettant de transporter des charges lourdes sur de plus longues distances. Une avancée colossale pour le commerce et la guerre. On pourrait aussi mentionner la charrue, tirée par des bœufs, qui a considérablement augmenté l'efficacité de l'agriculture. Les systèmes de poids et mesure, les premières notions d'astronomie pour prévoir les saisons et les crues, le calcul sexagésimal, basé sur le nombre 60, qui nous a donné nos 60 minutes dans une heure et nos 360 degrés dans un cercle. Incroyable, n'est-ce pas, de voir à quel point nos vies sont encore marquées par ces inventions vieilles de plusieurs milliers d'années. Astérisque. Alors, comment vivait-on dans ces premières civilisations agricoles? La société était organisée de manière très hiérarchique, un peu comme une pyramide. Au sommet, on trouvait le roi, appelé Lugal, ou Ensi, selon les périodes, qui était à la fois chef militaire, juge suprême et parfois même grand prêtre. Sa légitimité venait souvent des dieux eux-mêmes. En dessous, il y avait la classe des prêtres, qui détenaient une grande influence grâce à leur rôle religieux et administratif. Puis venaient les scribes, comme nous l'avons vu, les artisans spécialisés, orfèvres, maçons, potiers, tisserands, les marchands. Et la base de la pyramide, la plus large, était composée des paysans et des ouvriers agricoles, ceux qui produisaient la nourriture pour tout le monde. Il y avait aussi des esclaves, souvent des prisonniers de guerre ou des personnes endettées. La vie quotidienne était rythmée par le travail des champs, les rituels religieux et les exigences de la cité. Les maisons étaient construites en briques crues, souvent avec une cour intérieure pour se protéger de la chaleur. L'alimentation était basée sur les céréales, surtout l'orge, le blé agrémenté de légumes, de fruits, dattes en abondance, de poissons des fleuves et un peu de viande. Et bien sûr, la bière, qui était une boisson très courante et nutritive. La religion était omniprésente. Les Mésopotamiens étaient polythéistes, ils croyaient en une multitude de dieux et de déesses, chacun associé à un aspect de la nature ou de la vie humaine. Anu, le dieu du ciel,
Enlil, le dieu de l'air et des tempêtes, Enki, le dieu de l'eau douce et de la sagesse. Il pensait que les dieux étaient puissants mais aussi capricieux, et qu'il fallait sans cesse les apaiser par des prières et des offrandes pour assurer la prospérité de la cité et éviter les catastrophes naturelles. On consultait les oracles, on observait les étoiles pour interpréter la volonté divine. C'est dans ce contexte que sont nées les premières grandes épopées, comme l'épopée de Gilgamesh, qui raconte les aventures d'un roi mythique d'Uruk, sa quête d'immortalité et son amitié avec Enkidu. Une histoire qui porte en elle des thèmes universels. L'amitié, la perte, la confrontation à la mort, la quête de sens. Et même un récit de déluge, qui a des résonances étonnantes avec d'autres traditions. Astérisque astérisque astérisque. Nous voici arrivés au terme de notre exploration des premières civilisations agricoles en Mésopotamie. Quel chemin parcouru, n'est-ce pas? De simples villages sur les rives du Tigre et de l'Euphrate aux premières mégalopoles de l'histoire, en passant par l'invention de l'écriture, de la roue, de l'irrigation, de la loi et de l'administration. Ce que nous avons découvert en Mésopotamie, c'est bien plus qu'une simple succession d'événements. C'est le récit de l'ingéniosité humaine face aux défis de la nature, la nécessité de l'organisation pour la survie collective, et la naissance de concepts qui nous définissent encore aujourd'hui. Ces premières civilisations ont posé les fondations de presque tout ce qui allait suivre, les empires, les religions, les sciences, les arts. Elles ont été le laboratoire de l'humanité, là où l'homme a appris à se regrouper, à organiser sa vie, et à laisser une trace de son passage. La Mésopotamie est un cadeau que nous déballons encore aujourd'hui, une source inépuisable d'émerveillement et de compréhension de notre propre histoire. Ces tablettes d'argile, ces ziggourats silencieuses, continuent de nous raconter des histoires vieilles de milliers d'années, des histoires de rois et de prêtres, de paysans et de scribes, qui, un jour lointain, ont décidé de bâtir un monde nouveau. J'espère que cette plongée au cœur des origines vous aura captivé autant qu'elle me passionne. L'histoire est un fil d'Ariane qui nous relie à nos ancêtres, et chaque pas dans le passé nous éclaire sur notre présent. Merci de m'avoir accompagné dans cette aventure. Retrouvez-moi le dimanche prochain pour une nouvelle page d'histoire dans l'Historien du dimanche. D'ici là, portez-vous bien et gardez l'esprit curieux.